Donc voilà, bonjour à tous et à toutes. Donc je vais vous parler pendant 1 heure des troubles musculo-squelettiques et de la prévention des troubles musculo-squelettiques, notamment des outils qu'on a développés ici au sein du SPF Emploi. Alors, il y aura 3 temps dans mon exposé de ce matin. Tout d'abord, je rappellerai que cet exposé, cette conférence ou webinaire a lieu dans le cadre de la campagne de l'agence européenne EUOSHA 2020-2022. Donc voilà, je vais commencer par ça. Dans le deuxième temps, je présenterai l'introduction sur les TMS, sur la prévention, sur les outils du SPF Emploi. Et enfin, je terminerai le webinaire par 2 nouveaux outils qui ont été développés l'année passée, qui ont été publiés en mars 2022, donc c'est tout récent. Et voilà. Et après, je répondrai à vos questions, à vos questions et à vos commentaires via le chat. Alors, je commence par vous présenter la campagne, en tout cas l'état des lieux de la campagne. Donc, vous savez que l'agence européenne qui se trouve à Bilbao, l'agence européenne sur la santé et sécurité au travail, a des points focaux nationaux dans toute l'Europe. Et donc, mon collègue Franck Dehaas organise ce webinaire en tant que point focal belge de l'agence européenne. Vous voyez qu'il y a multiples partenaires dans l'Europe par rapport à cette campagne. Alors, dans le cadre de cette campagne, bon, l'agence européenne a rappelé l'importance des TMS. Je vous donnerai des chiffres au niveau de la Belgique dans un instant. Mais 3 travailleurs sur 5 de l'Union européenne se plaignent de TMS. Et 60% de l'ensemble des travailleurs de l'Union européenne confrontés à problèmes de santé liés au travail mentionnent les TMS comme leur problème le plus grave. Ça vous donne déjà deux indications de l'ampleur des TMS pour, pour les problèmes de santé de vos travailleurs. Alors, dans le cadre de cette campagne, la campagne s'achève en novembre 2022, donc dans quelques mois. Et donc, vous voyez que dans le cadre de cette campagne, l'agence européenne a rassemblé beaucoup de rapports, beaucoup de données, et chaque fois, vous aurez la copie dédiée. Et dans le PDF, vous pourrez cliquer sur faits et chiffres, par exemple, pour avoir des données épidémiologiques sur les maladies chroniques, sur le travail sédentaire, sur la diversité des travailleurs, sur les générations futures, ou sur l'impact des risques psychosociaux ou aussi sur les TMS. Donc, chaque fois, vous aurez des liens vers des documents, des rapports faits par des chercheurs qui ont été des recherches qui ont été financées par l'agence européenne. Alors, on n'oublie pas non plus que pendant cette campagne, il y a eu la crise Covid, bien entendu, et que ça a forcé beaucoup de gens à faire du télétravail à domicile. Et donc, il y a également eu plusieurs documents par rapport à ce télétravail à domicile. Comme je l'ai dit lors d'une conférence de l'année passée du SPF Emploi sur le télétravail, il y aura un avant et un après Covid, avec un plus grand nombre de personnes de travailleurs qui vont faire du télétravail après la crise Covid, et également un plus grand nombre de jours par semaine en télétravail. Et les risques principaux de ce télétravail, ce sont bien sûr les TMS, les RPS et également l'émission vie privée et vie professionnelle. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais voilà. Donc, les TMS sont une des conséquences aussi importantes de ce travail plus sédentaire, dans des positions de travail peut-être moins bien adaptées qu'au bureau, lorsqu'on fait du télétravail. Alors, vous avez des ressources de la campagne, donc ce qui a été publié. Donc, si vous voulez vous-même faire une campagne au sein de votre entreprise, si vous voulez collaborer à la campagne, ben, vous avez toute série de ressources, de publications, donc tous ces rapports, de matériel de campagne, de boîtes à outils, les petits films NAPO un peu sympas pour sensibiliser vos travailleurs à la prévention des TMS. Il y a OshWiki, c'est comme le Wikipédia, donc OshWiki de l'agence européenne. Donc il y a des pages consacrées au TMS, des outils, des études de cas et la réglementation au niveau européen. Donc vous avez également directement les liens vers ces différentes ressources de la campagne. Alors, comment participer à la campagne? Si vous souhaitez encore participer à la campagne, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Vous avez différents outils qui peuvent vous aider par rapport à ça. Et notamment, on peut souligner que dans les prix des bonnes pratiques, on a eu 2 bonnes pratiques belges qui ont été primées au niveau européen. Donc, voilà. Donc, vous avez différents outils également pour participer à cette campagne. Et pour terminer dans ces dias-là, vous avez toute une série de liens d'outils du SPF Emploi, cette fois-ci, en matière de prévention des TMS. Et ça, je vais vous le présenter directement dans ma deuxième présentation. Alors voilà également les liens directs vers les outils de la campagne, les ressources de la campagne, aussi tout ce qui est les médias sociaux, si vous voulez, également avec le hashtag EU Healthy Workplace de la campagne européenne.
Donc ça, c'était pour cadrer le contexte de cette campagne qui a été lancée en octobre 2020, qui s'achèvera donc en novembre 2022. Mais la prévention ETMS, naturellement, ne s'achève pas avec la fin de la campagne. Elle a permis de mettre en évidence cette campagne beaucoup de problématiques liées au TMS, mais également de développer beaucoup de ressources et d'outils. Et c'est ça que je vais enchaîner directement par rapport à ça. Donc voilà, je regarde s'il y a déjà des choses dans le chat. Non, voilà, donc je peux continuer avec ma deuxième présentation. Alors ici, dans ma deuxième présentation, donc je vais être un peu plus long, bien entendu. Et donc, on va parler des outils pour prévenir les TMS. Mais avant de parler de TMS, je voulais parler d'un peu d'ergonomie. Alors, si vous me permettez, en tant qu'ergonome européen depuis quand même pas mal d'années et en tant que président de la Société belge d'ergonomie, j'ai envie de vous rappeler que l'ergonomie a une définition bien précise qui est d'adapter ou d'étudier l'ensemble des interactions entre l'homme et la situation de travail pour le concevoir et adapter la situation de travail à toutes les caractéristiques de l'être humain, qu'elles soient physiques, mentales, psychiques ou sociales, hein, de manière à avoir un travail win-win, c'est-à-dire des conditions optimales de confort, de santé, de sécurité et d'efficacité pour le travail. Donc, c'est vrai qu'on contente souvent l'ergonomie à la prévention des TMS, mais l'ergonomie, en tout cas, dans sa définition, s'intéresse à tous les risques professionnels et pas uniquement aux TMS. Et j'aime bien de clarifier ceci avant de parler des TMS. Et donc, la démarche d'intervention ergonomique est importante. Donc, dans mon discours, dans mon exposé, dans mes écrits, j'essaie toujours de ne pas parler de risque ergonomique, de contraintes ergonomiques, même si le livre 8 du Code du bien-être parle de contraintes ergonomiques, j'aimerais bien faire changer ce titre-là, parce que je pense que l'ergonomie est plutôt dans la démarche de prévention, d'intervention, et qu'elle s'intéresse à l'ensemble des problématiques liées aux situations de travail, de l'ensemble des risques, et pas uniquement au TMS. Et donc, une démarche d'intervention ergonomique, et je vous encourage vous, en tant que conseiller prévention, à utiliser ce genre de démarche, donc d'avoir une caractéristique qu'elle soit peut-être globale, donc une analyse des risques est globale, qu'elle soit participative pour qu'on puisse vraiment parler du travail réel des travailleurs, hein, et donc de profiter de l'expertise, de la connaissance de leur travail réel de ces travailleurs pour identifier les problèmes, identifier les solutions possibles et mettre en place ces solutions-là. Et bien sûr, cette démarche d'intervention est pluridisciplinaire, puisqu'on va s'intéresser à toutes les caractéristiques de l'être humain. Donc, on va s'intéresser et reprendre des concepts liés à la médecine du travail, aux sciences de l'ingénieur, à la psychologie, à l'hygiène, à la sociologie. Donc, elle est pluridisciplinaire, cette démarche d'intervention ergonomique. Et quand on veut faire un petit schéma d'une démarche d'intervention ergonomique, eh bien, je pense que ce qu'on oublie très souvent, c'est l'analyse de la demande. Quand on demande quelque chose en interne au conseil de prévention interne, ou quand le conseil de prévention interne contacte les services externes de prévention pour avoir des ergonomes, il faut vraiment analyser la demande. Quelle est votre demande? Quel est votre problème? Quels sont les acteurs en jeu? Quels sont les enjeux de la demande? Est-ce qu'il y a des perspectives de transformation, d'amélioration des postes de travail? Et donc, c'est vraiment important d'analyser cette demande pour bien la reformuler et de bien se mettre d'accord entre les différents acteurs de quelle est la demande, quels sont les outputs attendus de cette demande. Ensuite, on fait un pré-diagnostic, c'est-à-dire qu'on regarde les données que possède l'entreprise, toutes sortes de données, hein, que ce soit aussi bien sur les analyses de risque que sur les conséquences, sur l'absentisme par exemple, et on reformule de nouveau la demande, hein, par rapport aux données de l'entreprise, avant de faire vraiment le diagnostic, qui est l'analyse des risques, hein, finalement, l'analyse de la situation de travail, basée sur l'activité de travail. Et puis après, c'est un peu classique, on fait un rapport, on va restituer le diagnostic et on va proposer un plan d'action et on va mettre en place ces actions et on va faire un suivi de ces actions et on va boucler dans un système dynamique de gestion des risques. Alors, maintenant je m'intéresse au TMS, hein, puisque je vois qu'il y a souvent de la confusion entre TMS et ergonomie. Donc je vais essayer d'utiliser beaucoup moins le mot ergonomie et plutôt parler de TMS. Et donc les TMS sont définis, hein. Vous avez la définition qu'on reprend dans nos documents, hein. Un terme collectif pour tout syndrome caractérisé par de l'inconfort, une capacité réduite, une douleur persistante, avec ou sans manifestation physique. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'apparition et l'évolution sont progressives. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on attrape les TMS, c'est vraiment une progression suite à l'exposition à des facteurs de risque qu'on va voir par après, que apparaissent les premiers symptômes et puis après les pathologies. Et beaucoup de gens utilisent une terminologie très variée, mais voilà, le terme TMS est imposé depuis 20 ans en Belgique par rapport à ça, et on sait, quand on parle de TMS, de quoi on parle. Alors, il y a les pathologies, on peut aussi
pour mieux sensibiliser vos travailleurs, parler des causes, parce que quand on sait que 80% des gens dans leur vie auront des TMS, lorsqu'on cite le mot lombalgie, lumbago, tendinite, syndrome canal carpien, ben ça fait tilt dans l'esprit des gens parce qu'ils ont déjà été exposés ou ils ont déjà eu mal quelque part. Et donc, on peut également définir les TMS par les pathologies. Parfois, ça parle mieux aux travailleurs que par la définition précédente. Alors, on voit des petits schémas qui vous situent naturellement où se trouvent les TMS. Je passe, et donc voilà, c'est vraiment une évolution, ces TMS. Donc, il y a des causes multiples, on va y revenir sur les causes. Et donc, voilà, au début, quand on est exposé à des facteurs de risque, euh, on va avoir une sensation d'inconfort et de gêne. On va commencer à bouger un petit peu sur le siège. Et puis après, progressivement, on va avoir des douleurs qui vont rester, qui vont perdurer plus longtemps. Et puis après, ça va aboutir à des pathologies invalidantes si on ne fait rien pour réduire les contraintes. Et tout le monde est exposé, hein. Il n'y a plus maintenant une entreprise qui peut dire qu'il n'y a pas de TMS, tout comme les RPS d'ailleurs, hein. Tous les métiers, tous les travailleurs, tous les secteurs, toutes les entreprises sont exposés à ces TMS. Alors, les facteurs de risque, on classifie souvent en 4 grandes catégories de facteurs de risque, hein, et je vais les revoir un par un avec vous. Alors, si c'est peut-être un rappel pour les ergonomes qui me suivent par rapport à ça, mais peut-être que les conceptions internes sont moins familiers, ou en tout cas, ils ont eu une formation il y a quelques années ou il y a très longtemps. Je n'ai pas le profil de tous les participants au webinaire. Et donc, c'est peut-être un petit rappel de tous ces facteurs de risque à prendre en compte. Alors, forcément, et là, on va agir le plus, c'est les facteurs de risque professionnels, hein, que parfois on qualifie de facteurs de risque biomécaniques. Hein, donc, tous les efforts, la répétition des mêmes gestes, les postures inadaptées, statiques, la position contraignante, extrême, ou d'autres facteurs de risque comme les vibrations, par exemple, qui donnent des TMS, l'utilisation de gants, le froid ou des bords tranchants sur lesquels on va reposer les poignets qui vont créer des compressions nerveuses au niveau des poignets. Voici quelques exemples ici de postures inadaptées, hein. Vous voyez le dos, vous voyez le travail répétitif ici en position statique, sédentaire. Vous voyez ici un travail très répétitif. Vous voyez également ici la position inadaptée et le fait d'avoir un travail aussi très répétitif. Donc, d'exemples de contraintes qu'on rencontre très couramment maintenant dans beaucoup de situations de travail. Alors, les facteurs de risque extra-professionnels, bien sûr, si ces facteurs biomécaniques de force, d'effort, de posture, de répétition, vous les rencontrer lors d'activités extra-professionnelles, en faisant du sport par exemple, en jouant de la musique, en faisant des hobbies comme le jardinage ou un peu de construction, ou bien lors de la formation, en restant trop longtemps assis pendant 8 heures, eh bien, ça peut aussi contribuer à développer les TMS. Alors, les facteurs de risque psychosociaux sont très souvent liés au TMS. Alors, une petite parenthèse, on a trop tendance dans la pratique de prévention, dans l'analyse des risques, à tronçonner ou à cloisonner plutôt le travailleur entre les risques de sécurité classiques, qui sont souvent pris en charge, en tout cas qui sont souvent la priorité des conseils de prévention interne, et puis on a les risques physiques liés au TMS, les contraintes physiques, et souvent on fait appel aux conseillers de prévention ergonomes, et puis on a les risques psychosociaux qui souvent pour lesquels les entreprises font souvent appel aux conseillers de prévention aspects psychosociaux. Et donc, on a l'impression qu'on fait en plusieurs temps, qu'on sépare, qu'on analyse les risques séparément, indépendamment l'un de l'autre. Il est évident que les facteurs psychosociaux ont une influence importante sur les TMS, que ce soit comme cause ou bien, par exemple, pour le retour au travail, où les facteurs psychosociaux sont souvent un des freins majeurs pour le retour au travail de gens qui sont partis en absentisme, en incapacité de travail pour des causes de TMS. Et donc, il y a un lien, la santé mentale et la santé physique sont liées. Si on n'est pas bien dans son corps, on n'est pas bien dans sa tête et vice-versa. Et les risques psychosociaux vont influencer les accidents de travail. Les principales conséquences des accidents de travail, c'est un rapport français montré que dans 80% des cas, les conséquences des accidents de travail, c'était des TMS. Oui, que tout ça est lié, hein, bien entendu. Donc, prévenir les RPS, c'est aussi prévenir les TMS et vice-versa. Alors, les facteurs individuels qui vont influencer, donc pour des mêmes facteurs de risque, pour une même exposition des facteurs de risque, il y a des facteurs individuels qui peuvent augmenter le risque de développer des dommages, hein. En prenant en premier l'âge, mais bien sûr avec l'âge, il y a une dégradation du corps physique, mais également le fait qu'on est plus âgé fait également qu'on est depuis un plus grand nombre d'années exposé à des facteurs de risque professionnels,
important. Et donc, il y a également l'ancienneté qui joue dans l'âge, par exemple. Donc, c'était les principaux facteurs de risque pour les TMS. Et donc, revenir en quelques mots, il faut une approche globale. Il y a tellement de facteurs de risque qui interviennent dans la prévention des TMS que jouer sur un seul facteur de risque, on est peu efficace. Il faut vraiment une approche globale et anticiper et se baser sur la connaissance de l'activité de travail, je l'ai déjà dit par rapport à ça, pour revoir la mission de travail, repenser l'aménagement du poste de travail, améliorer les conditions de travail, en tout cas mettre en place des actions collectives. Alors je sais que la loi du bien-être au travail remonte à plus de 25 ans, que la directive européenne sur la manutention de charges, par exemple, remonte à près de 30 ans, et que principalement, l'impact qu'a eu cette directive européenne, c'est qu'il y a eu beaucoup de formations à la manutention de charges dans les entreprises. Des études scientifiques ont montré que uniquement former les travailleurs à porter les charges correctement n'a aucun impact sur la prévention des TMS, et qu'il faut des actions collectives et des formations en prévention en manutention, par exemple, sont utiles en complément des actions collectives. Mais uniquement former les travailleurs à porter les charges correctement, s'il n'y a rien qui est fait au niveau collectif, ne permet pas d'appliquer, par exemple, les bonnes techniques de manutention. Et puis, il y a des charges qu'il ne faudrait jamais porter. Il faudrait revoir l'anxieux de travail pour voir comment mener à bien l'activité de travail sans devoir manipuler des charges très lourdes, par exemple. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des actions collectives et en complément des actions individuelles de formation des travailleurs. Alors, des chiffres maintenant, ces chiffres, vous les connaissez, je les présente très régulièrement. Donc, ils viennent de l'enquête européenne d'Eurofound qui a lieu tous les 5 ans. Donc, 2010-2015, vous voyez que pratiquement la moitié des travailleurs se plaignaient de maux de dos au cours des 12 derniers mois. 4 travailleurs sur 10 aux membres supérieurs, 3 travailleurs sur 10 aux membres inférieurs. On a les chiffres de 2021 qui sont sortis. Enfin, ils viennent d'arriver, ces chiffres d'Eurofound 2021. Eurofound a publié un rapport en novembre 2022, donc je ne peux pas encore vous donner les chiffres. Et donc voilà, on doit attendre novembre 2022 pour avoir ces chiffres, mais très bientôt, on pourra avoir les résultats de l'enquête européenne de 2021. Alors, ces chiffres montrent également que non seulement au niveau des conséquences, il y a des chiffres importants, mais que ce n'est pas étonnant de retrouver beaucoup de contraintes de travail liées aux facteurs biomécaniques. Un grand nombre de travailleurs exposés à des portées charges lourdes, plus de 25% du temps, c'est 29% des gens, par exemple. Des positions douloureuses pendant plus de 25% du temps, c'est 39% des gens. Rester debout trop longtemps, c'est pas bon, c'est 41% des gens. Rester assis trop longtemps, plus de 75% du temps, c'est pas bon non plus, 38% des gens. Des mouvements répétitifs, 56% des gens, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'il n'est pas étonnant d'avoir tous ces dommages quand on voit le nombre de travailleurs exposés à des facteurs de biomécanique au travail. Alors, ces chiffres, on les possède pour les hommes, pour les femmes, pour les différentes tranches d'âge, pour tous les secteurs. Et vous voyez qu'il n'y a pas un secteur qui est épargné, même si on retrouve l'agriculture ou par exemple la construction avec des chiffres de 55-53 en 2015. Vous voyez que dans le transport, on est à 50%, mais on est dans le secteur administratif, on est à 48%. Donc voilà, le travail sédentaire, le travail statique pose également des problèmes pour les maux de dos. Alors, au niveau de l'impact pour les entreprises, des chiffres de secrétariats sociaux comme Sécurex, par exemple, montrent que 60-70% de l'absentisme dans les entreprises sont liés au RPS et au TMS, que ça coûterait 9 milliards d'euros aux entreprises par an. Donc, ça, c'est les chiffres de 2019, donc pour l'année 2018. Et qu'ils estiment qu'un travailleur absent par jour coûterait 1 000 euros à l'entreprise, 200 à 300 euros en coût direct. Donc c'est le salaire qu'on doit payer, c'est la perte de productivité, c'est aussi l'effet boule de neige où des collègues vont augmenter leur charge de travail pour reprendre le travail des gens absents. Et forcément, comme ils étaient déjà peut-être un travail très intensif, mais reprendre le travail quelques jours, c'est une ressource pour l'entreprise. Mais quand on est absent pour la TMS, c'est souvent pour plusieurs semaines, si pas plusieurs mois. Et alors là, forcément, à leur tour, les collègues vont craquer aussi. Et les coûts indirects, souvent les entreprises oublient ces coûts indirects qui sont souvent estimés à 2 à 3 fois les coûts directs. C'est-à-dire qu'à moyen et long terme, on perd des connaissances, on perd des compétences, on doit former des nouveaux. Et donc, il y a des pans d'activité de l'entreprise qui vont peut-être disparaître. Donc, ça a un coût indirect qui peut être très important pour l'entreprise. Si on regarde l'évolution de cet absentéisme, vous voyez qu'en 2019, on était à plus de 7 travailleurs absents chaque jour sur 100. Et vous voyez que ça ne fait que monter, monter, monter. Si on reprend maintenant les chiffres de l'INAMI par rapport aux invalides, donc des gens qui sont en incapacité de travail depuis plus d'1 an,
En fin 2021, on était à 471 000 invalides. Maintenant, je crois qu'on a dépassé les 500 000, on arrive à 500 000 invalides en mai 2022. Et vous voyez qu'un gros tiers, ce sont pour les troubles mentaux, 170 000 personnes, et un tiers, 31,8%, 150 000 personnes sont absentes depuis plus d'un an pour des problèmes de TMS. Et ça coûte, cette invalidité, plus de 6,5 milliards d'euros en 2020. Et dernier chiffre de FEDRIS, eh bien, avant l'apparition du Covid, puisqu'il y a eu beaucoup de cas de reconnaissance de Covid, plus de 20 000 personnes, si je ne me trompe pas, en 2 ans de maladies professionnelles Covid. Avant le Covid, plus de 70% des maladies professionnelles reconnues en Belgique étaient liées à des TMS, donc 45% à des tendinopathies du membre supérieur. Donc, l'impact est très important, en résumé, pour tout le monde, aussi bien les travailleurs, l'entreprise que la société. La santé et la sécurité n'a pas de prix. Hein. Donc, voilà, donc, pour le conseil de prévention interne à qui je m'adresse, un mort n'a pas de prix. Donc, il faut absolument continuer à travailler sur la sécurité, éviter les accidents de travail, éviter les maladies professionnelles. Mais ce qui a un impact le plus important pour la santé économique, j'ai envie de dire, mais également la santé des travailleurs, ce qui touche le plus grand nombre de travailleurs dans les entreprises, c'est lié au TMS, au RPS, dont la prévention est plus difficile à faire, puisqu'il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, dont les pathologies sont de plus en plus invalidantes. Ce qui pose problème également, c'est que quand les gens reviennent à leur poste de travail, eh bien, ils reviennent avec une certaine résilience, j'ai envie de dire, donc ils reviennent avec comment dire, ils étaient fragilisés, que ce soit au niveau psychosocial ou au niveau physique, par rapport à leurs dommages. Et si on ne change pas les conditions de travail, ben, ils vont repartir en absentéisme. Donc, il faut absolument faire de la prévention sur les conditions de travail. Alors, les outils maintenant. Hein. Les outils, ils sont nombreux, les outils. Alors, je vais passer assez rapidement sur le premier outil le plus important que vous connaissez tous, c'est la réglementation. Et vous voyez que dans la loi du bien-être au travail en 96, les gens se moquaient un peu de nous quand on parlait de bien-être en 1996, mais dedans, on pensait déjà aux risques psychosociaux et au TMS, hein, en mettant les aspects psychosociaux et l'ergonomie dans la définition du bien-être au travail. Je pense qu'on avait bien vu le coup à l'époque, ou mes collègues précédents avaient bien vu le coup à l'époque de l'importance de ces RPS et de ces TMS. Je rappelle toujours, parce que des fois je demande, quand je fais des recyclages de conseils de prévention, où je peux interagir plus facilement qu'un webinaire, si, comment dire, si dans le système dynamique de gestion des risques, qui est une obligation légale, dans la politique qui fixe les objectifs et les moyens de la prévention, est-ce qu'on parle des TMS et des RPS par rapport à là-dedans, hein? Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Donc, c'est peut-être le premier pas à faire. Le premier outil, c'est de savoir est-ce qu'en interne, on est vraiment conscient de l'importance des TMS et des RPS. Et ces systèmes dynamiques de gestion des risques se basent sur une analyse des risques par rapport à ça. Donc, est-ce que votre analyse des risques comporte également des volets consacrés au TMS, puisque c'est l'objet de mon discours aujourd'hui par rapport à ça. Est-ce que dans le plan global de prévention à 5 ans ou dans le plan d'action annuel, il y a des mesures de prévention liées au TMS? Donc, je pense que c'est quelque chose qui aide naturellement l'entreprise par rapport à ça. Et donc, l'analyse des risques est importante et donc doit aussi s'étendre en interne pour les gens qui ont des conseillers de prévention interne dans les entreprises. Donc, il doit s'étendre en interne également à l'analyse des risques liés au TMS. Alors, oui, on a un outil, mais elle n'est pas assez connue. Hein. Je pense que malheureusement, elle n'est pas enseignée dans les écoles. Et donc, quand les gens sortent de l'école, qu'ils soient pour devenir employeur, pour devenir ingénieur, pour devenir responsable de travailleurs, ou même quand on devient travailleur soi-même, on ne sait pas qu'il y a des risques professionnels, on ne sait pas qu'il y a des conseils de prévention, on ne sait pas qu'il y a une réglementation. Donc, je crois que c'est le premier frein à cet outil-là, qu'elle n'est pas assez connue. Et quand elle est connue, on la voit plus comme une corvée. Hein, ça m'empêche de travailler, je dois bien le faire parce qu'il faut bien. Et donc, voilà. Et donc, je pense que ça pose beaucoup de problèmes en matière de prévention de cet outil qui est moins bien connu. Alors, on va commencer avec les outils maintenant, pour justement mieux faire connaître ces réglementations. Donc, vous avez le site bestweek.be. Alors, vous voyez que dans le PDF que vous allez recevoir, parce que je vois qu'il y a quelques questions qui sont mises dans le chat, donc, bien sûr, vous aurez toutes mes DIA, donc les 3 jeux de DIA en PDF, vous les aurez. Et j'ai passé mon temps dans ces PDF à mettre des liens. Donc, chaque fois que vous allez avoir un outil, quand vous cliquez sur le lien, vous vous retrouvez directement à l'endroit de l'outil. Donc ici, vous allez vous retrouver sur le site bestweek.be. Donc, vous voyez, donc j'ai lancé le site bestweek.be par rapport à ça. Bien sûr, je ne pourrais pas le faire pour tous les outils. Autrement, il me ferait beaucoup plus de temps. Vous savez que je suis à bavard, donc je vais déjà prendre pas mal de temps. Mais vous voyez que déjà,
dans le site bessu.be, on va déjà informer beaucoup par rapport à d'informations, notamment sur les RPS, les TMS ou sur le télétravail, hein, puisque c'est ce qui est plus lié à ma présentation d'aujourd'hui, mais il y a beaucoup d'autres thèmes qui sont repris dans le site bessuc.be. Alors, premier outil pour mieux faire connaître la réglementation, on l'a développé, mes collègues ont développé un guide pour les PME, mais qui peut être utilisé aussi pour d'autres personnes, notamment je pense à la ligne hiérarchique, qui s'appelle Bien-être au travail simple et pratique. On explique simplement, vous allez voir, pour vous, conseil prévention, ça peut être un peu trop simple, hein, parce que vous avez lu tout le code du bien-être, les 680 pages du code du bien-être, mais dans le guide simple et pratique, on essaie de donner les grandes lignes du code du bien-être et des fiches didactiques ou des fiches utilitaire, j'ai envie de dire, pour par exemple le règlement de travail, pour l'accueil du nouveau travailleur. Enfin, je vous laisserai lire, mais il y a une vingtaine de fiches comme ça qui sont reprises, qui permettent de faire les premiers pas pour l'entreprise, une PME, dans la prévention, dans la mise en place de la réglementation bien au travail, mais également pour un jeune conseiller prévention qui aimerait bien faire des choses dans l'entreprise qu'il arrive, de voir par où commencer. Eh bien, je pense que ce guide simple et pratique est pas mal fait et je vous encourage, vous voyez comment le trouver, vous cliquez sur le lien de mon PDF ou bien dans Bestwig thème PME, vous avez directement accès à tout ce document et toutes ces fiches. Oui, j'ai cliqué sur le lien, donc je ne devais pas, c'est pas grave, je reviens dans mon PDF. Ici, je continue. Alors, on a également développé en 2019 un e-learning bien-être au travail, donc en 5 modules de 20 minutes. On vous explique les grandes lignes du code du bien-être, hein, avec un module spécifique aux troubles musculo-squelettiques et un module spécifique aux risques psychosociaux. Donc, vous avez déjà un premier outil sur les TMS, mais il est mis dans le cadre vraiment du code du bien-être. Donc, je pense que c'est utile, non pas pour vous, parce que je crois que la plupart des gens sont des conseillers de prévention, mais plutôt pour faire connaître au sein de votre entreprise ce module et dire à votre ligne hiérarchique, à votre employeur, aux représentants des travailleurs, par exemple, que s'ils veulent en savoir plus sur le code du bien-être, qu'ils fassent le e-learning, pardon, et qu'en 5 fois 20 minutes par semaine, par exemple, ils vont savoir un petit peu plus de votre métier et de ce qu'on leur demande en matière de prévention au sein de l'entreprise. Ensuite, quand on veut mettre en place une prévention des TMS au sein de l'entreprise, eh bien, il faut une stratégie. Ce n'est pas des interventions one-shot qui vont permettre de résoudre les problèmes de TMS. Hein. Il faut vraiment qu'il y ait, comme on le fait pour la sécurité, pour les accidents de travail depuis 30 ou 40 ans, un système dynamique de gestion des risques, une politique de prévention des TMS. Donc, il faut vraiment une gestion au sein de l'entreprise. Donc, on a développé une brochure qui reprend quelques conseils, naturellement, pour mettre en place vraiment de manière stratégique la prévention des TMS au sein de l'entreprise. Et les différentes étapes reprises dans ce guide ne vous étonnent pas. C'est un peu une démarche, hein, ça se base également sur une démarche que j'ai présentée au début, démarche d'ergonomie, c'est d'explorer, de réfléchir, de voir les données que l'on a, d'analyser les risques, d'élaborer un plan d'action, de le mettre en œuvre et d'évaluer que le plan d'action est efficace et puis de boucler et d'avoir cette vision dynamique de gestion des risques, naturellement, par rapport au TMS. Donc, ce guide, de nouveau, si vous cliquez, vous allez directement sur la page pour voir ce guide et dedans, vous avez la structure du guide et vous allez en apprendre un petit peu plus. Et à la fin de chaque chapitre, il y a quelques lignes qui résument un petit peu les idées principales de chacun des chapitres. Et c'est ce résumé que j'ai repris dans quelques-unes de mes dias précédentes. J'y reviendrai sur ce guide, vous allez voir quand je présenterai ma troisième présentation de la matinée sur les deux nouveaux outils du SPF Emploi. Ensuite, il faut des outils. L'analyse des risques est le premier outil. Et donc, en 2020, j'ai remis à jour et j'ai revu complètement la brochure analyse des risques qui était avant en 2020 axée principalement sur la sécurité. Et donc, je l'ai revu pour ajouter différents chapitres. Donc, j'ai notamment rajouté un chapitre sur les TMS, mais également un chapitre sur les RPS, sur les risques chimiques. Et donc, de distinguer bien les méthodes de classification comme Kiné par rapport à d'autres méthodes plutôt spécifiques à la prévention des TMS. Et j'ai également parlé des méthodes globales d'analyse des risques comme SOBAN ou comme les méthodes OIRA d'analyse globale des risques pour les petites entreprises, hein, ou dans ces méthodes d'analyse globale des risques, que ce soit SOBAN ou OIRA, on essaye d'intégrer tous les risques dedans et donc vous allez chaque fois retrouver des modules, des rubriques consacrées au RPS et au TMS. Oui, donc dans soban.be, voilà, j'ai pris quelques dias. Vous connaissez tous soban.be, j'en suis persuadé. Dans le premier niveau de Soban,
qui est le dépistage de tous les risques. Dans la poche globale des risques, eh bien, vous voyez qu'il y a des rubriques consacrées aux troubles musculo-squelettiques, comme les positions de travail, les efforts et les manutentions, mais également les vibrations, par exemple, où on a une approche globale avec les facteurs biomécaniques, mais également les facteurs psychosociaux. Donc, vous connaissez le guide des Paris, je ne vais pas y revenir. Vous savez qu'il en existe toute une série de secteurs. Il y a à peu près une trentaine de guides des Paris qui couvrent à peu près différents secteurs d'activité, différents métiers dedans. Donc, je vous encourage à aller la page pour voir tous ces outils. De nouveau, quand vous cliquez sur le Madia, vous allez directement sur le site bestweek.be dans la partie Soban et vous avez la liste de tous les guides des Paris que vous pouvez télécharger en version doc ou en version PDF. Comme ça, vous avez tous les documents et ça va m'éviter d'avoir beaucoup d'emails où on me demande toujours où trouver le document. Voilà, vous avez maintenant sur Media tout ça. Ensuite, vous avez dans Soban toutes ces brochures qui sont plutôt développées pour les niveaux d'observation et d'analyse de Soban pour aller plus loin après l'analyse globale de tous les risques, d'aller plus loin dans certains problèmes. Et donc là, vous avez 15 brochures, dont une brochure sur les troubles musculo-squelettiques par rapport à ça. Et de nouveau, si vous cliquez sur la DIA, vous allez trouver la liste de ces 15 brochures et vous pouvez télécharger ces 15 brochures. Alors, je vais naturellement approfondir un tout petit peu, comment dire, après je vais revenir sur Soban par après, mais donc voilà, j'ai mis une dia sur Soban pour vous rappeler que vous trouvez tout sur le site bestweek.be. Donc si vous tapez www.soban.be, vous êtes sur le site Bestweek dans la partie analyse des risques et dans la partie Soban. Alors, il y a un site de campagne du SPF Emploi qui s'appelle préventiondetms.be, qui comprend deux parties. Une partie qui est valable pour n'importe quelle entreprise et qui permet de sensibiliser au TMS. Donc, c'est plutôt vraiment, si vous voulez faire une campagne, mini-campagne au sein de votre entreprise, vous allez trouver des outils pour la campagne. Et puis, on a également fait un volet dans ce site préventiondetms.be, plutôt dédicacé à la prévention des TMS dans les très petites entreprises ou dans les PME. J'avance. Donc, dans la prévention des TMS pour les TPE, PME, on a mis des éléments essentiels. Donc, on a essayé de rassembler l'information pour être le plus concret possible dans des TPE, PME où il n'y a pas de conséquences interne. Et on a plutôt axé la diffusion d'informations, la mise à disposition d'informations selon des activités, maintien une posture prolongée, mouvement répétitif, position assise prolongée, soulever, tirer, pousser, soit aux personnes. Et donc, allez voir un tout petit peu sur le site, vous allez trouver pas mal d'informations par rapport à ça. Alors, dans l'autre partie, on a l'image du château de cartes qui s'effondre quand il y a un travailleur qui ne va pas bien. Donc, un travailleur qui est absent, c'est un peu l'effet boule de neige représenté selon forme de château de cartes. Et donc, vous avez ici dedans 52 cartes. Les cartes rouges qui sont les conséquences des TMS, des cartes oranges qui sont les causes, des cartes vertes qui sont plutôt les solutions, et des cartes bleues qui sont les outils mis à disposition. Donc, vous pouvez également trouver les outils du SPF Emploi via cette partie du site, préventiondetms.be et le jeu de cartes. Et là, dans Que faire, vous allez retrouver le guide, les brochures ou les vidéos que je vais vous montrer dans un instant. Je regarde l'heure et je sais que je suis curieux, bavard, pardon, donc je regarde l'heure en même temps. Alors ici, vous avez, pour commencer à sensibiliser, on a fait des films d'animation. Sur les troubles musculo-squelettiques, il y a 3 films d'animation par rapport à ça. Je vais peut-être vous en passer un. J'espère que j'ai partagé l'audio quand j'ai partagé tout à l'heure, autrement ça ne va pas marcher. Donc je vais lancer et vous me direz s'il y a l'audio ou pas. Non, il y aura un peu de publicité. Everyone loves spreadsheets. Actually, they don't. But check this out. Okay, Monday.com, get started, import from spreadsheet and... TMS est l'abréviation de troubles musculo-squelettiques. Ce terme recouvre diverses affections, comme les maux de dos, les tendinites ou encore les douleurs aux poignets, aux genoux, à la nuque et aux épaules. Il s'agit de la principale cause d'absentéisme en Belgique. Plus d'un tiers des arrêts de travail peuvent leur être attribués. L'impact économique pour l'employeur et le travailleur est donc considérable. Les douleurs musculaires et les problèmes articulaires ne concernent pas que les ouvriers. Les institutrices de maternelle, les employés de bureau et les professionnels de la santé sont également à risque. La prévention des TMS
est donc une nécessité en plus d'être une obligation légale. Elle n'est toutefois efficace que si l'employeur, le travailleur et leurs représentants collaborent de manière proactive. La prévention des TMS est l'affaire de tous. Voilà, une fois que vous êtes sur YouTube, vous trouverez la vidéo 2 et la 3. Le plan TMS en 5 étapes, c'est les 5 étapes du guide dont je viens de parler. Et puis comment effectivement on met en pratique les actions de 5 étapes. Vous avez une troisième petite vidéo. Bon, je ne vais pas passer mon temps à montrer les vidéos. Vous les avez en français, en anglais et en néerlandais. Et vous les trouvez sur YouTube. Alors je reviens dans mes dias sans me tromper. Voilà, donc ça c'est une première chose. Ensuite, vous avez une vidéo qui dure 10 minutes, faite par Jean-Philippe Demarais, vous connaissez bien. Hein. Ouais, et voilà, donc avec voilà, pardon. Et donc c'est une vidéo de 10 minutes, donc j'ai pas le temps de vous la montrer, mais elle est vraiment bien faite pour vous montrer les causes, les problèmes et ce qu'on peut faire de manière concrète pour prévenir les TMS. Donc je crois que c'est aussi, si vous voulez sensibiliser votre entreprise, et avant d'appeler des ergonomes et tout ça, montrer un peu ces vidéos, les animations, montrer également ces vidéos. Vous pouvez également montrer une apo si vous trouvez ça intéressant. Enfin bref, il y a plein de choses qu'on peut faire déjà en interne avant d'appeler un ergonome. Par rapport à ça. Alors après, il y a deux nouveaux outils, parce que les conseils de prévention interne, et ça, ce sera l'objet de ma troisième présentation, donc je ne vais pas aller trop loin ici maintenant. Simplement, ici, vous avez comme ça un jeu de dia avec tous les outils du SPF Emploi, enfin, les principaux outils du SPF Emploi sur les TMS. Et donc, vous avez le lien pour aller directement vers l'outil. Donc, je vais y revenir dans un instant, mais le but, c'était de dire, les conseils de prévention interne, oui, vous avez beaucoup d'outils, mais on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment faire le premier pas. Donc, on s'est dit, tiens, pour faire le premier pas en tant que conseiller de prévention interne, qu'a-t-on besoin comme outil? Et donc, les résultats de la recherche ont abouti à ces deux outils que je vais vous présenter dans un instant. Et on est vraiment ici dans les premiers pas. Donc, il y a une checklist dedans, et puis il y a un outil indicateur d'alerte, mais je vais y revenir en détail dans un instant. Alors, vous connaissez les brochures aussi du SPF Emploi, très belles brochures, beaucoup de photos, beaucoup d'animations, beaucoup de photos. Donc, il y a 8 grands secteurs, puis il y a également une brochure générale. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces 8 secteurs d'activité, vous avez une brochure générale dedans. C'est plutôt des brochures qui, on va dire, qui sont comment dire, ciblées vers des formateurs, des coachs en entreprise, des gens qui doivent en savoir plus que les travailleurs quelque part, pour les guider, pour les aider en matière de prévention, en matière de formation. Et puis vous avez également, oh, pardon, j'ai cliqué où il ne fallait pas, pour voir le lien. Voilà, c'est le problème. Je dois aller avec voilà. Et vous avez également des brochures par métier, par travailleur, pour les travailleurs, avec de nombreuses photos, au format A5, plus réduit. Et là, vous avez 36 métiers qui sont repris. Et par exemple, je cite toujours le personnel administratif. Si les gens doivent régler leur siège à leur domicile en télétravail ou leur clavier, leur souris, cette petite brochure-là peut déjà leur montrer des photos de ce qu'il faudrait éviter, ce qu'il faudrait faire pour être le mieux installé possible à son poste de travail. Alors, il y a une page, pendant le confinement, voilà, on m'a demandé de faire un thème sur Bestfix sur le télétravail, donc j'ai rassemblé une trentaine de pages sous forme de pages web sur le télétravail avec les principaux problèmes que sont les TMS et les RPS. Voilà. Et vous pouvez revoir au webinaire, si ça vous intéresse plus, vous pouvez revoir le webinaire qui était donné en mars 2021 par moi-même et 2 autres ergonomes et une psychologue en matière de prévention des risques TMS et RPS en télétravail. Ici, je n'ai pas trop le temps d'aller plus loin, mais la vidéo est disponible dans matériel de sensibilisation sur cette page web. Et puis maintenant, on s'intéresse aux méthodes d'analyse des risques. TMS. Et donc, c'était l'objet de mon mémoire pour devenir ergonome fin des années 90, début des années 2000. Donc, de classer, de revoir toute série de méthodes selon les 4 niveaux de SOBAN. Eh bien, j'ai envie de dire que pour le dépistage, il y avait des méthodes qui dépistaient les risques biomécaniques au niveau des TMS. Moi, je vous encourage à prendre le DEPARIS, c'est-à-dire faire un dépistage de tous les risques et ne pas commencer à faire des dépistages risque par risque. Enfin, ça dépend de la demande de l'entreprise, bien entendu, mais moi, je vous encourage plutôt à avoir une démarche globale, comme je l'ai déjà dit par avant. Et puis, au niveau de l'observation, vous avez plusieurs méthodes. Bon, il y a la méthode d'observation SOBAN, il y a la méthode FIFARIM, la méthode du NIOSH et la méthode KIM par rapport à ça. Au niveau d'analyse d'expertise, s'adresse plutôt à des gens qui doivent être formés à des matériels, à des outils vidéo. Donc, ça prend plus de temps, ça demande plus de compétences. Et je pense que l'analyse d'expertise, c'est plutôt à des conseillers de prévention ergonome que ça s'adresse par rapport à ça.
Alors, si je vous présente les outils, dans l'outil d'observation TMS de Soban, donc la brochure Soban TMS, dedans, vous avez un guide d'observation qui comprend 18 rubriques. Et là, on va passer plus en détail. Rappelez-vous, dans le départ, il y avait 3 rubriques qui étaient plutôt consacrées aux facteurs biomécaniques des TMS. Ici, on a à voir 18 rubriques qui sont plus larges. Post-travail assis, post-travail bureau avec écran, travail debout, haute position, encombrement, outils vibrants, répétitivité. Enfin, je ne vais pas les faire tous, mais vous avez compris qu'on va aller c'est le principe de Soban. Hein. Dans le niveau 1 dépistage, on parle de tout, mais un petit peu de tout. Et puis dans le niveau 2 d'observation, de manière tout aussi simple avec les travailleurs, on parle de manière plus détaillée d'un problème lié au TMS, par exemple, et on reprend les rubriques qu'on a besoin, parmi ces 18 rubriques, et on va aller plus loin dans la discussion pour essayer de trouver les mesures de prévention par rapport à ça. Et donc voilà, par exemple, pour la répétitivité, par exemple, voici un texte qui va vous aider à essayer de trouver des solutions pour peut-être soit mettre plus de pauses courtes et répétées, soit pour faire une rotation entre les travailleurs, soit voilà. Donc on essaye de guider les gens dans leur esprit à trouver des solutions par rapport à des facteurs de risque qui ne sont pas évidents à prévenir. Hein. La répétitivité voilà, dépend également de la productivité, donc ce n'est pas toujours évident de trouver les solutions, mais il y a moyen de trouver des solutions et donc de faire réfléchir les gens pour réduire les contraintes liées à ça. Alors, FIFARIM, c'est une méthode développée par Philippe Mériot et je pense également par Jean-Philippe Desmarais à l'époque. Elle est assez ancienne. Elle est axée plutôt sur la manutention des risques manuels et elle est très simple à utiliser. Vous avez 26 figures comme celle-ci et dedans, on pose une question, le trou est-il penché en avant? Rarement ou souvent, et vous cochez rarement ou souvent, il est penché comme ceci. Et puis vous avancez comme ça pour différentes postures. Hein, je ne vais pas les faire toutes. Je vous ai simplement mis les images qui vous montrent les postures inappropriées. Donc ça fait réfléchir les gens naturellement si c'est rarement ou souvent qu'on a de telles postures au poste de travail. Des images consacrées plutôt à l'objet à manipuler. Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est instable? Est-ce qu'il est glissant? Est-ce qu'il est chaud, par exemple? Est-ce qu'il est dangereux, comme ici, par exemple? Hein. Il y a des images qui sont consacrées plutôt au transport de charge. Voilà, est-ce qu'on doit descendre des escaliers? Est-ce que le sol n'est pas encombré? Est-ce qu'il est visible? Voilà. Tout ce qui concerne poussée ou traction avec des chariots, avec des matériels de manutention. L'environnement est très réduit ou il est sombre et l'angle du travail, est-ce qu'on doit se dépêcher, courir, voilà, par rapport à ça. Et à la fin, naturellement, vous reprenez vos 26 figures, celles qui arrivent souvent, on va essayer de trouver des solutions avec les travailleurs pour voir comment moins souvent se pencher, moins souvent porter des charges brûlantes, par exemple, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez au niveau de méthode d'observation, vous avez également la méthode du NIOSH, qui est assez bien connue, qui permet de définir d'après une norme. Donc, c'est une méthode américaine qui a été rentrée dans une norme en 2003 déjà, vous voyez que ce n'est pas nouveau, et qui permet de définir la contrainte biomécanique au niveau de la colonne vertébrale en fonction de différents facteurs. Et en fait, vous voyez que tout ça, tous ces facteurs, donc en fait, pour utiliser la méthode du NIOSH, il faut un mètre ruban, un mètre, pour mesurer différentes dimensions par rapport à ça. Et ensuite, ces différentes dimensions qui sont reprises ici permettent de déterminer des coefficients qui varient entre 0 et 1. Si on est 1, c'est très bon, il y a peu de risques. Hein, et si on est fort éloigné de 1, il y a un risque. Par exemple, vous voyez que si on met la distance horizontale à 40 cm du corps, eh bien, on va devoir réduire le poids de la charge de 0,63. Hein, donc un coefficient de correction de la charge de 0,63. Tandis que si on rapproche la charge du corps, ce coefficient sera de 0,83. Toujours est-il que pour un poids réel de 10 kg, en fonction des paramètres qu'on a mesurés, on arrive à dire par la méthode du NIOSH qu'au maximum, on devrait porter un poids de 8,4 kg. Donc l'indice de levage, 1,2, dépasse 10 kg. Donc le 8,4 est les 10 kg du poids réel sont supérieurs à 8,4, donc il y a un faible risque. Il y a un risque puisqu'on dépasse 1, l'indice de levage. Et vous voyez que quand on va déposer la charge, là, le risque sera moindre, puisque là, on peut porter un poids de 11,1 kg. Donc, cet exemple de méthode du NIOSH vous donne par des calculs assez simples. Il faut utiliser un mètre, il faut avoir un peu l'habitude, hein, permet de déterminer le poids limite recommandé et vous comparez à votre poids réel à porter. Vous voyez si vous êtes au-dessus de 1, au-dessous de 1, et on peut déterminer qu'il y a un risque, hein, premièrement. Et deuxièmement, où trouver les mesures de prévention? Vous prenez les coefficients de la méthode et ceux qui sont les plus faibles, 0,63, 0,65, pardon,
sont les coefficients sur lesquels il faut agir, donc rapprocher la charge, par exemple, du corps. Et comment est-ce qu'on rapproche de la charge? On regarde le poste de travail et on regarde s'il faut rapprocher la palette, rapprocher le transpalette. Bref, on donne des pistes de prévention. Après, attendez, j'ai cliqué, il ne fallait pas, à mon avis. Donc, voilà. Voilà. Et donc, seulement vous montrer que tous ces calculs sont faits également par une application. Donc, il y a une application qui est disponible, qu'on peut télécharger, et vous avez cette application du NIOSH, hein, qui peut télécharger les données. Alors, la dernière méthode que je vais vous parler, c'est la méthode KIM. C'est celle qui est, je pense, de plus en plus utilisée ici en Belgique et dans toute l'Europe. C'est une méthode allemande développée par BOA, hein, un institut fédéral en santé et sécurité au travail allemand, et donc qui a développé une méthode KIM dans les années 2007, je crois, pour la première campagne européenne de l'Agence européenne sur les TMS, et qui maintenant a développé cette méthode pour 6 activités différentes, hein, et dedans, vous allez voir, je vais être assez rapide. D'accord, vous montre d'abord pour comment dire, quel type d'activité la méthode 1 s'adresse. Et puis vous allez, la méthode 2, oui, c'est pour pousser, tirer des charges. La 3, le travail répétitif, les forces globales du corps. Vous avez les postures contraignantes du corps. Vous avez la motricité du corps par rapport à ça. Et puis alors, pour chacune des checklists, vous avez des facteurs de risque que vous allez passer en revue. Oui, on passe différents facteurs de risque en revue. On arrive à un indice de contrainte. Et vous voyez que si vous êtes en dessous de 20, c'est très bien, c'est vert. Au-dessus de 100, c'est très rouge. Et donc, vous pouvez estimer le risque. Hein, on est semblable à la méthode Kiné, j'ai envie de dire, mais de manière beaucoup plus précise, puisque je n'ai pas eu le temps de tout vous mettre, mais ici, vous avez vraiment beaucoup de détails pour vous permettre de déterminer les bons chiffres quelque part. Et en même temps, en regardant le détail qui vous permet d'arriver à un score global, vous pouvez déterminer les chiffres les plus nocifs, les plus négatifs, et de manière à dire, oh, c'est la posture, ou c'est le poids de la charge, ou bien c'est les conditions de travail défavorables qui font que j'arrive à un risque élevé. Et donc, vous pouvez essayer de retourner alors sur votre analyse pour déterminer sur quoi il faut agir, le poids de la charge, ou bien la posture, ou bien les deux, ou bien des conditions de travail défavorables, ou une mauvaise organisation du travail, par exemple. Voilà, donc, en conclusion, pour tous ces outils, les TMS, problématiques de santé majeure, hein, je ne vous cache pas. Tout est là, les connaissances sont là, les nombreux outils existent, donc tout est là pour faire ce qu'il faut au sein des entreprises. Il n'y a plus qu'à. C'est un peu l'objectif de ce webinaire, de vous montrer qu'il y a tout est là, mais il n'y a plus qu'à le faire hein, sur le terrain par rapport à pour faire face à ce défi majeur. Et je pense que dans votre quotidien, dans votre analyse des risques, il faut vraiment revoir l'approche qui doit être globale, dynamique, se prendre en charge avant de faire appel éventuellement à des ergonomes, donc de mettre un peu de l'ergonomie dans votre analyse des risques quelque part. Voilà par rapport à cette présentation-là. Je vois que le temps file, donc maintenant je vais directement enchaîner. J'essaie de... Voilà. Directement enchaîner avec ma troisième présentation, qui va être un peu plus courte, bien entendu, parce que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Donc voilà, donc on s'est rendu compte qu'on avait déjà beaucoup d'outils, et puis je me suis dit, comment est-ce qu'on commence? Comment est-ce qu'on fait les premiers pas? Et donc j'ai lancé un appel de recherche hein, qui était repris par une équipe de IDEWE, et donc on a réfléchi ensemble à tout ça pour voir comment vous aider, vous, notamment conseiller prévention interne, et personnes de l'entreprise en interne, à commencer à faire les premiers pas pour intégrer la prévention des TMS au sein de votre entreprise. Et donc, déterminer, donc ça c'est vraiment l'objectif. Si vous cliquez sur le lien ici, vous avez un rapport de recherche complet. Donc moi, je vais vous donner les résultats essentiels, mais vous avez un rapport de recherche qui est très complet, qui reprend tous les détails des résultats. Donc, déterminer les facteurs bloquants et les facteurs facilitant l'intégration des TMS dans l'analyse interne. Développer des outils pour vous aider en tant que conseiller prévention interne à intégrer au sein de l'entreprise. Et voir un tout petit peu quand vous devez faire appel au CP ergonome de votre service externe de prévention et protection au travail. Alors l'équipe, voilà, vous l'aurez sur les dias, donc une équipe de IDEWE, donc c'est Christine Célis, c'est la responsable de l'équipe de IDEWE qui a pris en charge le projet avec Bram van de Velde.
principalement, et qui vous présenteront ça pour, si vous avez des collègues néerlandophones, il y a un webinaire qui est prévu en juin, je n'ai pas la date en tête maintenant, mais qui vous présenteront eux-mêmes leurs recherches, qui m'ont demandé de le faire en français aujourd'hui. Alors, les phases du projet, ben, je vous laisse les lire, mais il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu un inventaire des outils, une recherche sur le terrain. Ils ont interrogé les conseils de prévention, ils ont fait des focus group, ils ont interrogé des spécialistes, et tout ça a abouti aux connaissances, aux résultats suivants. Donc voilà, 311 questionnaires, 10 entretiens approfondis avec les conseils de prévention interne, des groupes de discussion avec des médecins du travail, des CP sécurité, des ergonomes, des CP psycho, et voilà un tout petit peu. 75% des conseillers professionnels indiquent qu'ils ont peu ou pas de connaissances, seulement des connaissances de base sur les TMS. Donc, il y a un grand problème de connaissances et j'espère contribuer à améliorer ces connaissances par ce webinaire par rapport à ça. Il y a une sous-estimation de l'absentéisme. Pour plus de 60%, ça représenterait moins de 25% d'absentéisme, alors qu'il est à 30, si pas à 40 ou 50% dans certaines entreprises. Que la fonction de conseiller de prévention mériterait de consacrer plus d'attention à l'inventaire et l'évaluation des risques globaux plutôt sur la sécurité. Donc, vous voyez, au niveau de la formation, il y a des choses qu'on peut apprendre également par rapport à tout ceci. La moitié indique ne pas avoir de politique de matière de prévention des TMS au sein de leur entreprise. Et un quart n'a qu'une politique limitée. Donc, vous voyez qu'il y a 3/4 qui n'ont pas de politique ou une politique limitée en matière de prévention des TMS. Seulement, un conseiller de prévention interne sur 2 indique étudier l'analyse des risques globales au sein de l'entreprise. Et la politique de prévention des TMS apparaît principalement dans les situations suivantes. Après analyse des risques par le conseiller de prévention interne, donc un cas sur 2, donc 52% des cas. Suite à un accident de travail ou de l'absentisme important, 41% des cas. Ou suite au passage d'un CP ergonome qui a analysé les risques, qui a mis en évidence la présence de TMS dans 36% des cas. Et parfois, ça peut être combiné. La somme ne fait pas 100%, plus de 100%, ça peut se combiner l'analyse des risques avec la présence d'un ergonome dedans. Le cas législatif, pour eux, n'est pas assez évolué. La réglementation doit évoluer et on s'y attache. Il y a, dans le plan d'action national 2022, on a mis un point pour justement développer une nouvelle réglementation sur les TMS, puisque le livre 8, contraintes ergonomiques, je n'aime pas le mot, contraintes biomécaniques, contraintes physiques, qui est lié au TMS, se base sur 2 directives européennes qui ont quand même plus de 30 ans. Manutention de charge et travail avec écran. Notamment le travail avec écran, je pense qu'il a changé en 30 ans, donc il serait temps de revoir la réglementation et on va s'y attacher avec des collègues ici en interne, avec mes collègues juristes et avec mes collègues de CBE. Alors l'analyse des risques pose beaucoup de questions, par contre l'analyse des risques des TMS, qui devrait faire quoi, comment, quel outil, bon, ça pose beaucoup de questions. Et voici un tout petit peu comment on va y arriver. Et alors, ce que disent aussi les conseils de prévention interne, c'est que les chiffres relatifs aux TMS dans l'entreprise ne sont pas connus. Donc, l'impact des TMS dans l'entreprise en termes d'absentéisme, notamment en termes d'accident de travail, n'est pas connu par rapport à ça. Et que les conseillers de prévention interne, ils ont besoin de chiffres pour pouvoir convaincre au sein de l'entreprise de l'importance de TMS et de convaincre qu'il faut faire de la prévention des TMS, non seulement parce que c'est une obligation légale et qu'il faut préserver la santé et la sécurité, mais également parce que c'est un coût économique pour l'entreprise important. Alors, de tout ça, il en est sorti quoi? Il est sorti 2 outils, comme je vous l'ai dit. Et naturellement, de rappeler qu'il y a un guide stratégique pour prévenir les TMS qui comprend 5 étapes. Je en ai parlé tout à l'heure. Et que dedans, on a donc développé 2 outils. On s'est dit, tiens, on va essayer de guider le conseil de prévention interne pour qu'il se pose les bonnes questions et de savoir un peu ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, quelque part, et de savoir en quoi il a besoin, de quoi il a besoin comme outil, de quoi il a besoin comme information, quand doit-il faire appel ou collaborer avec ce conseil de prévention externe ergonome, par exemple. Et dans le deuxième outil, c'est plutôt pour répondre à la question, on a besoin de chiffres par rapport à ça, mais on a développé un outil indicateur d'alerte, ergonomie et prévention des TMS, tout comme on a développé il y a quelques années un outil indicateur d'alerte pour les risques psychosociaux. Et donc, on a fait le même principe. Donc, quels sont les indicateurs d'alerte qui vont alerter l'entreprise qu'il y a des TMS au sein de l'entreprise. Donc, c'est ces 2 outils-là que je vais vous présenter maintenant. Alors, le premier, vous voyez que si je prends les 5 étapes du guide, il s'adresse surtout au début, c'est-à-dire à explorer et à réaliser l'analyse des risques. Donc, c'est vraiment ici dedans qu'on va retrouver. Donc, la checklist pour le conseil de prévention interne comprend 5 parties
qui sont plutôt consacrés vraiment au tout début de ce plan de TMS. Et là-dedans, vous voyez, c'est plus facile de lire comme ceci. Donc, dans la partie explorer, il y a sensibiliser et soutenir, réflexion sur la politique interne de l'entreprise, et puis au niveau de l'analyse des risques, identifier les risques, l'inventaire et l'analyse des risques quantitatifs. Alors, si j'avance maintenant, ouais, j'ai cliqué, donc ça veut dire qu'il va sur l'outil lui-même. Voilà. Et donc, vous voyez que vous avez chaque fois des questions. Donc, vous voyez que, bon, tout début, j'ai des connaissances de base en ergonomie, vert, orange, rouge. J'ai des connaissances de base en TMS et je connais les facteurs de risque multifactoriels, vert, orange, rouge. Donc, vous pouvez cliquer, quoi. J'ai envie de dire que pour les conseillers de promotion interne qui assistent à ce webinaire, vous pourriez déjà, cet après-midi, prendre le checklist et cliquer et voir où vous en êtes par rapport à vos besoins en matière de TMS. Alors, l'outil indicateur d'alerte, je vais le passer par après, mais simplement vous montrer. Alors là, je dois aller ici et je dois ouvrir. Permettez, j'ouvre l'outil indicateur d'alerte. Donc, vous pouvez le télécharger, pardon, la checklist. Donc, c'est un fichier PDF que vous pouvez imprimer. Voilà, comme ceci. Je pense que vous la voyez, cette checklist. Vous pouvez l'imprimer. Vous pouvez également l'utiliser de manière électronique. C'est-à-dire, vous pouvez également venir. Donc, vous avez les 5 points, comme j'ai expliqué. Donc, vous pouvez répondre question par question. Voilà. Voilà, j'ai des connaissances moyennes, je suis là, je suis au courant, et vous pouvez la cliquer, la remplir, hein, et vous avez toutes les questions. Alors, c'est vrai que c'est difficile pour moi de. Bon, les questions ne sont pas compliquées, mais c'est compliqué pour moi, naturellement, de parcourir toutes ces questions-là. Sachez qu'après que vous avez cliqué sur les différents liens pour voir où vous en êtes, vous avez ici souvent des liens vers des outils, vers des sites web, hein, pour vous guider, pour répondre un tout petit peu, quand vous cliquez orange ou rouge, finalement, pour vous guider un tout petit peu vers plus d'informations, de connaissances par rapport à ça. Réflexion sur la politique, pareil, hein, vous avez cliqué. Je sais comment aborder l'ergonomie et la prévention des TMS de manière structurée et comment les intégrer dans le système de gestion des risques. Ben voilà, très bien, ou bien moins bien. D'accord. Et donc, vous pouvez les cliquer chacune des questions par rapport à ça. D'accord. Pareil pour l'analyse des risques. Hein. Je sais reconnaître tous les facteurs de risque, hein, ben, pas trop, hein, par rapport à ça. Et vous avancez comme ça dans vos questions par rapport à l'analyse des risques. Hein. Et vous voyez que vous pouvez également mettre le rouge ici, dire j'ai besoin de me faire conseiller par un CP ergonome, en tout cas pour commencer, pour analyser les risques. Et donc, vous voyez que vous êtes en train de préparer la demande vers un CP ergonome, de savoir qu'est-ce que je peux lui demander, quels sont mes besoins par rapport à la demande que je ferai à un service d'action de prévention. Si je ne sais pas me débrouiller tout seul en interne, ou en tout cas si je ne sais pas tout faire en interne, bon, je peux commencer à faire des choses, puis à un moment donné, je me rends compte que j'ai besoin du CP ergonome. Et donc, c'est ce que va également vous aider la checklist par rapport à ça dedans. Donc, vous voyez que vous avez non seulement des liens vers les outils, mais vous avez également les questions à vous poser par rapport à tout ça. Voilà, je vais arrêter avec ceci. Soyez curieux, allez voir par rapport à ça. Je reviens maintenant à l'autre outil, l'outil indicateur d'alerte sur les risques de TMS par rapport à ça. Donc, en fait, c'est tout simplement regarder les chiffres que possède l'entreprise sous le regard, sous le filtre des TMS. Donc, ce n'est pas une enquête qu'on va mener au sein de l'entreprise, ce n'est pas un questionnaire qu'on va mener. Hein. Les questionnaires, vous les trouverez dans la brochure Soban TMS si vous avez besoin de questionnaires. Ici, c'est plutôt de dire, on a des chiffres, mais finalement, on ne réfléchit pas à ces chiffres, on ne les met pas en perspective avec les TMS. Et donc, vous allez avoir 5 onglets, des indicateurs pour la politique de l'entreprise, pour les interlocuteurs, la connaissance et la formation sur les données chiffrées, la prévalence. Si déjà vous avez fait des enquêtes, vous avez des chiffres, eh bien, vous pouvez les encoder dans les indicateurs, dans l'onglet prévalence. Et chaque fois, vous allez avoir où trouver les données, et vous allez chaque fois avoir des scores. C'est dans une moindre mesure, il y a peu d'attention, c'est sporadique, c'est réglé, fait au minimum, un score qui varie de 0 à 3. Alors, si je continue, voilà, je continue dans Media. Ici, c'est peut-être un peu plus difficile à montrer. Je vais essayer de vous mettre ça en plus grand. J'espère que vous savez lire. Donc, vous voyez, chaque fois, ça, c'est l'indicateur politique. Vous avez ici question d'orientation et vous avez chaque fois des scores à mettre. Alors, vous pourriez comparer les années. Il y a des gens qui vont utiliser l'outil indicateur d'alerte TMS pour pouvoir faire un monitoring année après année pour voir qu'il y a une amélioration naturellement de ces indicateurs au fil du temps. Alors, c'est peut-être plus facile si je vous ouvre le fichier avec tout ça. Alors, je prends l'outil indicateur d'alerte. Donc voilà, donc en fait, l'outil indicateur d'alerte, c'est une page en Excel. Donc je reviens
sur Média. Quand vous allez cliquer ici, vous allez être envoyé sur la page du site emploi. Vous allez pouvoir télécharger l'outil indicateur d'alerte. Vous voyez qu'on a un fichier Excel ici. Et donc, c'est dans le fichier Excel que vous allez travailler. Maintenant, parfois, on aime bien de voir ce qui est dans le fichier Excel, ce n'est pas toujours visible. Donc, j'ai créé un PDF qui reprend tous les onglets Excel dans un fichier PDF que vous pouvez voir de visu. Vous pouvez même imprimer si vous préférez imprimer, mais ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'utiliser le fichier Excel. Alors, ici, dans ma présentation, je viens de prendre le fichier ici PDF avec tous les onglets. Donc, vous avez une introduction à l'outil indicateur d'alerte pour l'objectif, c'est vraiment, comme j'ai dit, de regarder vos données sous le prisme de TMS. Et puis, on va passer onglet par onglet. Alors ici, c'est le premier onglet. Donc, je vais essayer d'agrandir ça. C'est plus visible si je peux agrandir comme ceci. Et vous voyez que vous allez avoir alors différentes données, questions d'orientation par rapport à ça. Et chaque fois, vous allez mettre un score. Vous pouvez cliquer. Naturellement, en Excel, le score va s'ouvrir par rapport à ça. Et vous pouvez chaque fois remettre vos données par rapport à ça et avoir les scores pour tout ça. C'est la politique en matière de concertation au niveau de l'organisation, de politique au sein de l'entreprise. Ensuite, les mesures de prévention, l'analyse des risques. Qu'est-ce qu'on a fait par rapport à l'analyse des risques? Vous avez quand même pas mal d'indicateurs dans l'onglet politique, équipement de travail. Vous voyez qu'on a pas mal d'indicateurs là-dedans. Puis vous avez les interlocuteurs en ergonomie, présence des interlocuteurs, formation et suivi des travailleurs, la ligne hiérarchique par exemple, le rôle du CPI, du service RH, la collaboration, le rôle du CP ergonome, interne ou externe. Voilà, question sur le rôle du CP ergonomie. Et donc vous voyez, voilà, vous avez chaque fois des actions possibles. Donc non seulement vous avez des scores, mais des actions possibles, peut-être que j'ai agrandi un peu trop par rapport à ça, des actions possibles que vous pouvez encoder par rapport à tout ça. Voilà, ça c'est l'onglet 2, interlocuteur. L'onglet 3, connaissances et formations. Voilà, est-ce qu'il y a un plan de formation, fréquence des formations, sensibilisation sur l'ergonomie, la prévention des TMS, les nouveaux collaborateurs, par exemple. L'onglet 4, c'est les données chiffrées. C'est les données que vous pouvez recueillir vous-même, peut-être avec les services RH sur les accidents de travail, par exemple, sur la réintégration, sur la rotation du personnel, sur les mutations internes. Alors, l'onglet 5, il est plus, voilà, ça dépend si il y a beaucoup d'entreprises qui ont déjà fait des enquêtes par questionnaire, vous pourriez donner des données chiffrées. Il y a des services externes qui font des rapports à leur entreprise, semble-t-il, et qui donnent des données chiffrées sur le pourcentage de travailleurs qui souffriraient de problèmes de TMS. Voilà. Bon, je devais arrêter à midi, il est midi 5, je vais arrêter là par rapport à ma présentation. Je crois que j'étais très long, montrer beaucoup d'outils. Donc vous allez recevoir, je rappelle, toutes les présentations. Vous allez tout recevoir par les organisateurs. Et je vais arrêter le partage peut-être, comme ceci. Comme ça, voilà. Et maintenant... Oui, merci Alain. Il n'y a pas de questions dans la partie Q&A, mais il y a deux questions, remarques dans le chat. La première était, je serais intéressé d'avoir la source française corrélant TMS et RPS à 80%. Alors, si quelqu'un est intéressé par les TMS et les RPS, il y a un rapport de Yves Roclore. Je ne sais pas si c'est lui qui cite les 80%, mais il y a un rapport de Yves Roclore qui fait vraiment le lien entre les TMS et les RPS. C'est un rapport qui est vraiment très bien fait, qui était publié par les syndicats européens. Et donc, si la personne est intéressée, elle peut m'envoyer un email, je lui enverrai le lien directement. On trouve ça sur le site etui.org. Et là-dedans, il y a un rapport qui a été publié et qui était présenté dans le cadre d'un webinaire en France. C'était en octobre ou en novembre 2021, là, dans le cadre de la campagne de la campagne de UOCHA. Il y a eu un webinaire et Yves Reclore a présenté ça. Et je pense qu'on peut revoir sa présentation en streaming. Oui, absolument. C'était le 30 octobre 2021 et cette présentation se trouve dans la page YouTube, le canal YouTube du SPF. Il y a une deuxième, plutôt une remarque. Les chiffres sont souvent basés sur les déclarations des accidents de travail. Or, beaucoup de travailleurs exercent leurs fonctions avec des douleurs chroniques. Il faut aussi considérer ces plaintes.
Oui, donc ouais, Valérie, oui, comment dire, c'est l'objectif des enquêtes. Donc, c'est le problème des questionnaires des enquêtes. Est-ce qu'on doit faire une enquête longue qui dure plusieurs mois pour convaincre l'employeur qu'il y a des problèmes de TMS et avant de commencer la prévention? Souvent, les enquêtes font que constater ce qu'on sait déjà. Donc, dans une petite entreprise, je me demande si les enquêtes sont vraiment intéressantes. Je crois que non. Pour des grosses entreprises, on doit mettre des priorités. Et là, je comprends que des enquêtes soient utiles. Et donc, quand on parle d'enquête avec des questions, avez-vous des douleurs au cours des 12 derniers mois, c'est souvent des gens qui sont encore au travail. Alors, c'est vrai qu'on peut distinguer les gens, parce que c'est progressif les TMS, donc on peut distinguer les gens qui commencent à avoir des problèmes avec des gens qui ont des pathologies avérées, qui ne savent plus travailler, parce que c'est une pathologie avérée hein, par rapport à ça. Et puis, dans les accidents de travail, naturellement, voilà, qu'est-ce qu'on met dans l'accident de travail? Parce que pour moi, un accident de travail, c'est un événement soudain. Alors, souvent, quand on glisse, quand on chute, quand on fait un tour de rein, comme on dit, bah c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Hein. C'est peut-être l'accumulation d'exposition à des contraintes qui a fait qu'on est plus sensibilisé, plus sensible. Et puis quand il y a un mauvais mouvement, une chute, bon, c'est la goutte d'eau qui va créer l'événement. Ou bien c'est l'accident de travail lui-même qui crée. Hein, parce qu'on peut naturellement chuter, se faire très mal et déclarer ça, et ça va être un TMS. Donc voilà, il y a différentes choses là-dedans par rapport aux accidents de travail. Mais voilà, donc il faut aussi considérer les plaintes. Et comment les considérer? Ben, voilà. Souvent, les enquêtes par questionnaire euh, sur les TMS s'arrêtent au constat. Quoi. On constate qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas bien. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on fait en matière de prévention? Donc, peut-être moi, je préfère axer les efforts sur la prévention, comme je l'ai dit. Et donc, c'est pour ça qu'on a développé l'outil indicateur d'alerte. Je crois qu'une fois qu'on a utilisé l'outil indicateur d'alerte au sein de l'entreprise, on peut donner les priorités. Soit on dit comme priorité, ben, on sait qu'il y a des problèmes et on va vers des analyses de risque par des méthodes à tel, à tel, à tel. Ou bien on voit qu'il y a des problèmes, mais les gens ne sont pas assez sensibilisés, la hiérarchie n'est pas sensibilisée, l'emploi n'est peut-être pas sensibilisé. Donc, on fait une enquête pour sensibiliser tout le monde, hein, pour donner des priorités, on fait des projets pilotes dans certains services. Et donc, l'outil indicateur d'alerte arrive avant les enquêtes par rapport à ça. Quoi. Mais des plaintes en moyenne, à travers sur deux, à mal au dos. Donc, que ce soit 40 ou 30% de votre entreprise, que vous êtes mieux que la moyenne, il y a quand même 30% qui ont mal au dos et il faut quand même faire quelque chose. Donc, voilà, il faut aussi s'occuper de tout ça. Quoi. Donc, prévention primaire, secondaire et tertiaire. C'est peut-être ça aussi la remarque. Hein. J'ai beaucoup parlé de prévention primaire, mais bien sûr, prévention secondaire, c'est éviter qu'il y ait des dommages au sein des entreprises. Et puis, prévention tertiaire, favoriser aussi le retour au travail des personnes qui ont eu des dommages, qui retournent au travail. Et c'est aussi en améliorant les conditions de travail. Voilà, je ne sais pas s'il y a... Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. Il y a éventuellement encore le temps pour en faire une. Mais sinon, un grand merci Alain pour cet exposé très clair, J'ai exhaustif sur parlé tout le seul devant mes TMS. clients, donc voilà, j'ai vu personne et donc j'ai pas de feedback visuel. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire pour poser vos questions parce que voilà, moi c'est pas évident de voilà donc ouais, j'ai beaucoup de merci. Voilà donc on va tout vous envoyer. Hein, donc ça c'est les organisateurs qui vont vous envoyer les documents par rapport à ça. Voilà donc il n'y a plus qu'à comme je disais. Je vois dans le chat. C'est plutôt voilà. Je lis le chat en même temps, hein, donc j'ai deux écrans, je lis le chat et voilà. Et beaucoup de merci, mais je vous en remercie. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions de m'envoyer. Hein. Ah, je vois une question, madame. Qu'entendez-vous par action collective en lien avec les formations de manutention? Alors, une action collective, moi, c'est une action
sur les conditions de travail. Peut-être que j'étais trop vite dans ma présentation, mais c'est vraiment faire de la prévention. Donc, d'améliorer les postes de travail, de revoir l'organisation de travail. Et donc, si on revoit l'organisation de travail, qu'on améliore les outils, qu'on améliore l'environnement de travail, les postes de travail pour tout le monde, ben, c'est une action collective. Au moins, elle va bénéficier à tout le monde. Si on a un engin de manutention mieux adapté, eh bien, elle va bénéficier à tous les utilisateurs. Donc, c'est ça que j'appelle les actions collectives. Donc, c'est plutôt basé sur les conditions de travail, agir sur le poste de travail, réduire les risques professionnels, finalement les contraintes biomécaniques et améliorer les conditions de travail. C'est ça que j'appelle les actions collectives. Et les formations, c'est vrai qu'on peut former les gens en groupe, hein, formation collective, mais c'est plus on agit sur l'individu. C'est ça que je parle de formation individuelle, c'est plutôt agir uniquement sur l'individu sans toucher aux conditions de travail. Ça ne marche pas trop bien, quoi. Donc, mais former l'individu pour non seulement qu'il apprenne à faire les bons gestes, mais surtout à avoir une petite réflexion ergonomique, j'ai envie de dire, quand il retourne au poste de travail, il réfléchit à comment il organise son travail, comment il travaille, quel outil il travaille, dans quelle posture, ben, ça peut contribuer à la prévention, à l'analyse des risques naturellement participative et à la prévention par rapport à ça. Donc il y a formation et formation, voilà, mais uniquement des formations pour renforcer les compétences ou les capacités des travailleurs, je pense qu'à un moyen long terme, si on ne touche pas aux conditions de travail, il va peut-être craquer, mais craquer un peu plus tard, mais il craquera quand même physiquement. C'est pareil pour les risques psychosociaux. Quand on fait des formations au coaching individuel, ben, peut-être qu'il va mieux supporter le stress et les contraintes psychosociales, mais à un moment donné, si les contraintes ne changent pas, on ne fait pas de la prévention, ben, il risque de craquer un peu plus tard mentalement. C'est exactement ça que je voulais dire, quoi. Alors, je vois une autre question par rapport à la checklist TMS. Avec les travailleurs ou lors des réunions des paris. La checklist TMS, c'est vraiment un outil spécifique au conseil de prévention interne par rapport à ça. Maintenant, il en fait ce qu'il veut. Pour le moment, nous, quand on l'a développé, c'est vraiment pour que, souvent, j'ai face à moi des conseillers de prévention interne qui sont convaincus qu'il faut aller vers les TMS et les RPS, mais ils ne savent pas comment le faire finalement. Et donc, c'est vraiment pour eux qu'on a développé la checklist en disant, mais posez-vous des questions, les bonnes questions, pour voir ce que vous avez besoin pour commencer, quoi. Il y a des gens, des conseillers de prévention interne qui ont déjà été bien formés, parce que dans le module multidisciplinaire, il y a quand même des modules sur les TMS et les RPS. Donc voilà, est-ce qu'il en sait suffisamment ou il n'en sait pas suffisamment? Vous avez des conseillers de prévention interne qui ont une formation de kiné, par exemple, ou d'ergothérapeute, d'autres qui sont peut-être pas formés sur la nature du corps humain, qui auront plus de difficultés. Donc voilà, donc c'est vraiment se poser les questions par rapport à ça. Donc je n'ai pas encore réfléchi à savoir si cette checklist devait être remplie avec d'autres comment dire, utilisateurs que le conseil de pension interne. J'avoue que je n'ai pas encore de feedback par rapport à ça. Je me dis que d'abord, le conseil de pension interne pourrait remplir cette checklist. Et si vous avez des feedbacks à me remettre, vous pouvez me remettre des feedbacks par email avec un grand plaisir. Dites-moi par rapport à ça, quoi. Que, voilà. Si vous voyez qu'on peut l'utiliser avec les travailleurs, mais pas pendant un déparis, hein, je ne crois pas pendant un déparis, c'est plutôt voilà, en amont plutôt. Donc, voilà. Mais si vous avez des idées par rapport à ça, n'hésitez pas à me les communiquer, quoi. Peut-être un indicateur d'alerte est plutôt quelque chose pour tous les acteurs de Ça, oui, l'entreprise. ça, tout à fait, Franck, tu as raison. Donc, pour rebondir sur ta remarque, tout à fait, l'outil indicateur d'alerte, là, l'objectif peut-être un peu caché, mais c'est qu'on essaye que le conseil de pension interne ne travaille pas tout seul, quoi. Hein, parce que aussi bien pour les risques psychosociaux, outils indicateurs d'alerte RPS, outils indicateurs d'alerte TMS, on aimerait bien qu'il y ait un groupe de travail au sein de l'entreprise et que ce ne soit pas le conseil de prévention interne qui porte le projet de prévenir les TMS, qu'il y ait un groupe de travail et dedans, il y a besoin de données pour les ressources humaines. Donc, ça permet, avec l'outil indicateur d'alerte TMS, d'inclure les gens des ressources humaines. Peut-être qu'on va inclure des gens de service d'entretien. Donc, voilà, c'est un peu des personnes du management. Donc, c'était un petit peu à vous dans l'entreprise d'avoir, mais essayez de ne pas travailler tout seul. Et l'outil indicateur d'alerte vous permet justement de faire un travail, de réunir des gens, et quand vous devez commencer le travail avec ces personnes-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par utiliser l'outil indicateur d'alerte et on va voir un petit peu les besoins, où on en est par rapport à nos indicateurs. Comme ça, on sait d'où on vient et on peut monitorer peut-être le futur et de voir les améliorations. Parce que souvent, on nous demande d'être rentable. Ce n'est pas la loi du bien-être qui demande d'être rentable, c'est plutôt l'entreprise. Donc, vous permet également d'avoir des chiffres et de monitorer un petit peu vos indicateurs, quoi. Oui, oui, Alexandre, bien sûr, c'est bien ça. Le CPI, c'est pas CP1. Donc, c'est bien conseil de prévention interne. On a dû résumer ça, bon, parce que le titre était assez long.
outil checklist CPI. Donc, on a, oui, c'est bien que c'est prévention interne. Ce n'est pas le chiffre romain 1. Quoi. Ouais, je vois que Valérie a mis une remarque sur les RPS. Ben, c'est vraiment le but de l'outil indicateur d'alerte. Hein. Que ce soit RPS ou TMS, c'est un peu la même chose. C'est vraiment la GRH s'occupe des RPS. Donc, qui s'occupe de quoi? Je crois que ça doit être clair au sein de l'entreprise. Quoi, hein. Donc, moi, je crois qu'il faut qu'il y ait une collaboration naturellement de la GRH. Et si la GRH s'occupe des RPS, pourquoi pas des TMS? Pourquoi pas de la sécurité? Donc, pourquoi pas. Oui. Pourquoi uniquement les RPS pour la GRH quoi, hein? Et pourquoi pas les autres risques professionnels quoi? Je relis un peu vos remarques, hein, donc voilà, mais quelqu'un a mis ses... Ok, conditions de travail, oui, nous formons en interne la mutation des patients et charges inertes, oui, tout à fait, oui. Donc j'espère que je n'ai vexé personne dans le sens que quand je dis que les formations sont inutiles, s'il n'y a pas d'amélioration des conditions de travail, mais elles sont très utiles d'apprendre aux gens qui ont une colonne vertébrale, qui ont des disques, des disques intervertébraux, des vertèbres, comment ça fonctionne, tout ça, c'est intéressant, naturellement c'est utile hein, pour voir que la personne se prenne en charge, mais elle doit être complémentaire à des actions sur les conditions de travail sur le terrain par rapport à ça. Et la formation, si elle se fait sur le milieu de travail, sur le terrain, pour moi, elle sera plus performante parce que le formateur peut aller sur le terrain, voir l'activité de travail et former les gens par rapport à leur activité de travail et donc de remettre dans le contexte les principes de manutention dans le contexte de l'activité professionnelle par rapport à ça. Voilà, je vois plus rien qui bouge dans le chat. Je ne sais pas, le timing, on a prévu 12h30, je crois, hein, Franck. Hein. Non. C'était en fait de 11 à midi, éventuellement jusqu'à midi quart pour les questions. Alors nous pouvons clôturer maintenant. Ah ben, pour moi s'il n'y a plus de questions, on peut clôturer. Alors voilà, Ouais. c'est très bien pour moi. Encore un grand merci, Alain. Et merci à Et tous merci à tout le d'avoir monde. Et suivi. n'hésitez pas à me faire des feedbacks sur les nouveaux outils du SPF. Puisqu'ils sont nouveaux, ben, je n'ai pas trop de feedback pour le moment. Et donc, ça m'intéresse d'avoir votre feedback. Voilà, merci. Je peux me déconnecter.